bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien, vous me dites si ce n'est pas le cas. Donc merci de vous être déplacés pour cette conférence. Peut-être juste quelques mots en ce qui me concerne, puisque vous êtes encore dans vos études et puis que vous vous intéressez à la chimie, peut-être vous donner un petit peu quelques idées de mon parcours professionnel après avoir été étudiant. Donc j'ai démarré en recherche, à des études de chimie, au centre de recherche d'Aubervilliers de Sciences Po. Et puis ensuite, après quelques années en recherche, je suis passé dans les équipes commerciales à faire du business développement, à faire de la vente, à s'occuper de clients à nous, et maintenant de faire du marketing, travailler sur des projets d'innovation avec des partenaires extérieurs. Et puis on peut encore faire beaucoup de chemin. C'est un domaine très très vaste, ce qui est particulièrement intéressant dans le domaine de la chimie, en introduction, avant de parler de la partie cosmétique, c'est qu'on touche à un ensemble de secteurs très très larges. Vous avez ici des sociétés de plein de domaines, Engie dans l'énergie, Michelin dans les pneus, L'Oréal dans les cosmétiques évidemment, mais on touche à énormément de domaines qui nous touchent au quotidien. Donc voilà, j'ai prévu une présentation un petit peu de cette façon-là, un peu vous présenter la société Sciences Co. C'est un nouveau nom, pour autant c'est une société assez ancienne et relativement connue auparavant. Ensuite en France, qui est Sciences Co, et puis après parler un petit peu plus des ingrédients pour la cosmétique et comment une société chimique est en fait au cœur de l'innovation des produits cosmétiques. Donc en fait le groupe Sciences Co, c'est une société qui a plus de 160 ans. Le nom a lui presque un peu plus d'1 an, mais c'est une société qui trouve ses origines chez Ernest Solvay, le fondateur de la société Solvay, qui est connu pour un procédé d'électrolyse que peut-être vous connaissez déjà ou vous connaîtrez bientôt, qui était particulièrement innovant à l'époque et qui permettait de produire une matière chimique absolument essentielle dans de nombreuses productions chimiques par la suite. Et ce qui est particulier de notre société, c'est qu'il y a toujours eu un profond attachement à la science. Un principe que en fait, tout progrès n'est possible que par la science, et essentiellement par la science. Et ça s'est illustré à l'origine du fondateur de la société par la première conférence sur la science des quantiques à Bruxelles, organisée à l'époque par la société Solvay, où étaient présents de nombreux prix Nobel futurs comme Albert Einstein, Marie Curie, Oppenheimer et de nombreux autres scientifiques de très très haut niveau. Et c'est un héritage qui est resté très très profondément ancré dans la société, que vous soyez aujourd'hui dans une activité commerciale, pas forcément de recherche, ça reste quelque chose de profondément ancré, cette notion de curiosité, de toujours chercher à faire mieux, à progresser. Donc aujourd'hui c'est une société internationale qui représente plus de 13 000 personnes dans le monde, avec de grands centres de recherche dans tous les pays, aux États-Unis, en Chine, au Brésil, en France, à Lyon et à Paris, à Bordeaux. Il y en a plusieurs, on reviendra là-dessus. Voilà, donc ça peut vous donner des ordres de grandeur de l'ampleur et de l'empreinte géographique de l'entreprise, avec des présences industrielles fortes, que ce soit en France, aux États-Unis, en Chine. Je vous présente un autre slide. Ça va bien. Voilà. Par exemple, pour illustrer la société et aussi les façons de travailler, aujourd'hui le chiffre d'affaires, l'activité économique de l'entreprise est assez équilibrée entre les différentes régions, ce qui nécessite aussi de travailler beaucoup en réseau, ce qui est très enrichissant aussi pour chacun des collaborateurs de l'entreprise, c'est qu'on est très régulièrement amené à travailler en anglais, de travailler avec des personnes qui sont localisées dans un autre pays, dans une autre région, travailler avec des gens d'une autre culture, avec d'autres façons de faire, c'est toujours enrichissant et agréable. Donc voilà un petit peu la société. Et comme je vous le disais, dans les fondations de cette société, c'est vraiment ancré fortement sur une culture scientifique, une culture technique, la recherche d'innovation, la recherche de progrès, la réflexion, regarder les choses de manière honnête et orientée à trouver des solutions. Donc aujourd'hui, c'est une société, comme je vous disais un petit peu en introduction, qui touche à différents domaines.
Donc c'est une activité qui se compose en vraiment deux grands domaines d'activité, ce qu'on appelle les matériaux et ce qu'on appelle ici Consumer and Resources, et je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est. Les matériaux, c'est vraiment de la matière. Ça, du plastique, c'est du matériau. Et aujourd'hui, c'est une activité qui va travailler beaucoup sur des composés plastiques spéciaux pour faire, par exemple, des implants, pour faire des prothèses, pour faire retirer le métal des véhicules ou des avions pour les alléger, permettre qu'ils consomment moins d'essence. Également des matériaux composites, également, qui sont particulièrement en vogue. Et puis ensuite, l'autre activité, ce qu'on appelle la science de la chimie, ou c'est la science de la formulation, ou c'est la science de la matière dispersée. Quand vous pensez à une vinaigrette, pensez à une margarine, c'est un corps gras avec de l'eau, c'est pas forcément miscible. Comment est-ce qu'on fait en sorte qu'on obtient quelque chose d'homogène? Ça, c'est la science de la matière dispersée. Comment est-ce qu'on fait qu'un mascara, qui est du pigment, avec un corps gras, soit quelque chose de stable et qui s'applique correctement? Ça aussi, c'est de la science dispersée. Et donc, dans ce domaine de science, de formulation, on retrouve des activités et des produits chimiques, des ingrédients chimiques pour les activités cosmétiques, mais aussi dans les produits phytosanitaires, pour l'agriculture, également dans tout ce qui est peinture, revêtement, encre et autres. Et tout ça, c'est aussi dans l'extraction minière. Voilà, donc, une des activités qui est basée ici en France, qui s'appelle le Novecare, donc qui est basée à Aubervilliers, travaille avec son centre de recherche et les activités tertiaires dans ces 4 grands domaines d'activité en termes de formulation. Donc voilà pour un peu l'introduction. Ensuite, peut-être pour vous donner un petit peu d'éclairage aussi sur la société et ses engagements. Aujourd'hui, donc Syensqo est une société qui est cotée et qui est attachée à déclarer volontairement un ensemble d'activités liées au développement durable, que ce soit en ce qui concerne la partie climatique. Et donc aujourd'hui, il est important de travailler, suite aux accords de Paris, à la décarbonation des activités qui nous entourent. Et du coup, l'industrie chimique, au sens large, a un rôle très important à jouer là-dedans. Ensuite, il y a toute la notion de circularité, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait en sorte que un produit qui a été utilisé, eh bien, il est recyclable, il est renouvelable. Comment est-ce qu'on intègre à la fin de vie d'un produit dans la conception de ce produit? Aujourd'hui, nos chercheurs, dans tous les projets qu'ils mènent, ils ont un indicateur, ils ont un objectif aussi de réfléchir et d'envisager dans la conception du produit la fin de vie et la renouvelabilité du produit. Et ensuite également, on a des objectifs plus qualitatif de bien-être au travail et de qualité de vie. Voilà, donc ensuite, pour donner un petit peu de perspective sur les agendas de très long terme sur lesquels la société s'engage, c'est vraiment sur ce qu'on appelle en marketing ou en stratégie des méga-trends qui vont être absolument essentiels pour nos activités dans 20 ans, 30 ans, 40 ans. Qui sont tout autour de la décarbonation et l'électrification de nos modes de transport et de nos modes de production. Une beauté durable, puisqu'aujourd'hui c'est une activité qui est très importante pour nous. Donc Syensqo en France, aujourd'hui, voilà, vous avez le panorama un petit peu de l'entreprise. Donc sur 13 000 personnes dans le monde, 2 000 personnes en France. Avec plusieurs sortes de recherches, comme vous pouvez le voir, à Aubervilliers, à Bordeaux, à Lyon, et plusieurs centres de production, Méréville qui se trouve à côté d'Orléans, Mel qui se trouve à côté de Poitiers, à La Rochelle, à Saint-Fond dans la région lyonnaise, à Tavaux dans le Jura, et Clamecy qui se trouve à côté d'Auxerre. Donc un ancrage historique très important, et Syensqo qui est un acteur voilà, de premier plan dans le domaine de l'industrie chimique en France. Ce qui est intéressant, c'est la diversité des activités chimiques de la société, qui va toucher à tout ce qui va être des ingrédients de formulation de matières dispersées, de la chimie fine pour des molécules aromatiques ou de parfums, des matériaux de spécialité voilà, pour les batteries par exemple, ou pour les prothèses.
Et alors pourquoi Aubervilliers? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est d'où vient Sciences Co. Donc Sciences Co a rejoint le groupe Solvay en 2011, qui était une société belge, et auparavant c'était une société française qui s'appelait Rhodia, qui s'appelait Rhône-Poulenc aussi à une époque, et qui a eu d'autres noms, et qui a été fondé, en fait le site d'Aubervilliers a été fondé il y a un peu plus de 70 ans par Péchinet. Et on est voisin d'un grand centre de recherche de Saint-Denis qui s'appelle Saint-Gobain, et qui travaille sur aussi tout un ensemble de thématiques autour du verre, autour des ciments par exemple. Voilà, donc aujourd'hui sur ce site-là, d'Aubervilliers, qui est voisin d'ici, il y a 320 collaborateurs, à peu près la moitié sur des activités de recherche, et la moitié sur des activités tertiaires. Le tertiaire, ça peut être de l'achat, du marketing, de la communication, des ressources humaines, du juridique, par exemple. Voilà un petit peu pour vous donner un panorama de l'activité de Sciences Co en France et en région parisienne. Donc ensuite, voilà, aujourd'hui, on a fait évoluer nos façons de travailler. On est sur des systèmes, des plateaux de travail beaucoup plus ouverts. J'imagine que c'est pareil au collège ou au lycée. On va passer sur ça. Voilà, alors du coup, les ingrédients pour la cosmétique, peut-être le sujet le plus intéressant de toute la présentation. Alors du coup, c'est ouvert aux questions. Donc n'hésitez pas, même pendant la présentation, à vrai dire. Donc aujourd'hui, un produit cosmétique, qu'est-ce que c'est? Quand on y pense, aujourd'hui, une crème, qu'est-ce que c'est? Je vous parlais de matière dispersée, je vous donnais l'exemple d'une vinaigrette ou d'une margarine ou d'une mayonnaise. Aujourd'hui, une crème pour le visage, c'est un produit qui, a priori, n'est pas stable, puisqu'il y a un corps gras, une huile, un émollient et de l'eau. Logiquement, c'est pas homogène ce truc-là. Donc comment est-ce qu'on fait que c'est homogène, que du coup c'est stable, que c'est agréable à utiliser, qu'on a envie de le réutiliser, et que quand on touche sa peau quelques heures plus tard, c'est encore agréable. Et comment ensuite on fait en sorte que cette crème qui peut-être vous promet d'enlever toutes vos rides, ou de vous retendre la peau, ou de la rendre brillante, ou au contraire très, très mate, délivre toutes ces promesses. Donc en fait, voilà, c'est aujourd'hui composé d'une phase grasse, d'une phase aqueuse, d'un émulsionnant qui va s'assurer de la cohésion et de la stabilité, d'agents de stabilisation et de texture, et puis des actifs et des agents sensoriels. Donc c'est un système très complexe. Vous pouvez des fois, quand vous prenez le packaging du produit, vous regardez au dos, vous voyez, il y a des fois 30 ingrédients, vous vous demandez mais pourquoi il y a tout ça, à quoi ça veut bien servir? Et ils ont à peu près tous une raison d'être. Ce qui est intéressant aussi dans ce secteur d'activité, c'est que il n'y a pas une crème, il y a 300 crèmes. Selon en fait pour qui vous développez le produit, vous allez avoir beaucoup de paramètres à prendre en compte dans la conception de votre formulation. Et puis là, on a parlé des crèmes, mais les produits cosmétiques, c'est aussi une très très grande diversité de ce qu'on appelle de galéniques ou de formats. On va avoir des shampoings, c'est pas du tout les mêmes types de formules de système. On va avoir des mascaras, c'est pas du tout la même chose. On va avoir des fonds de teint, c'est des poudres, c'est encore une autre science. On va avoir des sticks, c'est encore autre chose. Voilà, c'est aussi très 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 varié. Et du coup, apporter de l'innovation en tant qu'ingrédientiste, en tant que chimiste d'ingrédients, c'est aussi quelque chose d'assez complexe, mais très passionnant. Ce qui est aussi particulièrement intéressant dans l'industrie cosmétique, et du coup d'être un chimiste pour la cosmétique, c'est que l'activité cosmétique, elle est très dynamique. Tous les ans, vous voyez dans les linéaires, dans le supermarché ou ailleurs, il y a toujours des nouveautés. Il faut toujours constamment apporter des nouveautés. Et puis, particulièrement dans des domaines comme le maquillage ou comme le parfum, c'est très très lié au cycle de la mode. Et tous les ans, les maisons de mode, elles font des rénovations, elles viennent avec des nouvelles tendances. Et du coup, l'industrie cosmétique s'adapte à tout ça. Et c'est une industrie qui est toujours à vous proposer des nouveautés. Donc du coup, nous qui sommes un petit peu en amont dans la filière, on doit anticiper tout ce qui va se passer, comprendre quels vont être les nouveaux enjeux de nos clients et que nos chercheurs amènent les bonnes solutions. Donc aujourd'hui, en ce qui concerne la société Sciences Co, je reviens donc sur le panorama des produits cosmétiques. Aujourd'hui, dans la cosmétique, vous avez des produits capillaires, vous avez des produits de soins de la peau, des produits de soins du cuir chevelu et des produits de nettoyage de la peau.
Nous sommes aujourd'hui pas vraiment des acteurs dans le domaine des ingrédients pour le maquillage ou pour les parfums, c'est pour ça qu'ils ne sont pas représentés ici. On travaille en réseau, c'est très important en fait de travailler avec nos laboratoires de recherche en réseau parce que nos clients sont dans le monde entier et sont eux-mêmes organisés en réseau. Les besoins et les tendances des consommatrices dans le monde ne sont pas tous les mêmes. Une consommatrice chinoise, américaine et française n'aura pas les mêmes besoins et les mêmes attentes d'une crème pour le visage. En bas, vous avez en fait un petit peu les grandes familles technologiques, c'est-à-dire aujourd'hui ce qu'on appelle un tensioactif ou ce qu'on peut appeler un polymère, ce qu'on peut appeler des tensioactifs plutôt avec azotés ou des tensioactifs plutôt sulfatés. Et toutes ces familles technologiques en tant que chimiste vous permettent de vous donner des fonctionnalités. Et les fonctionnalités, c'est ce qu'on voyait dans le transparent précédent, c'est qu'est-ce que ça vous apporte comme bénéfice dans la formulation. Donc aujourd'hui, quand on est dans ce domaine-là, je vous parlais de toujours être en anticipation de ce qui va se passer. L'industrie cosmétique est un secteur très très dynamique, avec traversée de tendances sociales, de fond, environnementales, de mode. Et du coup, il faut être capable de lire ce qui va se passer pour quand même orienter l'innovation. Et donc aujourd'hui, on voit vraiment 3 grandes tendances de fond qui sont autour de la responsabilité des entreprises, d'aller plus loin dans le soin et aussi de prendre soin de soi-même avec toute la digitalisation de l'information concernant les produits cosmétiques et les ingrédients. Donc nous, comme entreprise, aujourd'hui, par exemple, quand on voit ces grandes tendances de fond, on décide d'orienter nos investissements. On travaille beaucoup sur ce qu'on appelle de l'open innovation, l'innovation ouverte. Et donc, c'est travailler avec des partenaires extérieurs qui vont nous permettre d'identifier, d'acquérir les technologies de demain, qui sont importantes pour l'industrie cosmétique. Et donc, par exemple, aujourd'hui, c'est investir dans ce qu'on appelle la biotechnologie. Aujourd'hui, quand on regarde une tendance de fond comme la responsabilité et la clean beauty, des façons de synthétiser un produit chimique d'il y a 50 ans, aujourd'hui, demain ne seront plus vraiment acceptées. Que ce soit par les différents tierces, en fait, que ce soit les ONG, les consommatrices ou les organes réglementaires. Donc on a investi par exemple dans de la biotechnologie à Boston, comme un exemple aussi. Donc ce qu'on appelle biotechnologie, c'est de la fermentation. Aujourd'hui, la fermentation, pour vous donner un exemple, dans des crèmes cosmétiques, en ce moment, on a vu, il y a une marque qui marche beaucoup, s'appelle CeraVe. CeraVe, et c'est à base de céramide. La céramide, c'est quelque chose que le corps synthétise naturellement, se retrouve dans la peau, dans la barrière cutanée superficielle, qui crée un petit peu le mortier, qui fait qu'il y a une cohésion et qu'il y a un effet barrière de la peau, que votre peau, elle reste flexible, mais en même temps, qu'elle ne se solubilise pas dans l'eau. Et ces céramides, donc c'est produit naturellement par le corps. En fait, il y a 40 ans, l'industrie retirait la céramide de la peau des porcs pour la mettre dans les produits cosmétiques et pharmaceutiques. Et puis ensuite, il y a 30 ans, des voies de synthèse organiques, donc vraiment pure chimique, pure synthétique, pour réussir à faire des céramides qui soient proches de la céramide naturelle de l'homme, et qui puissent être intégrées. Et puis en fait, après est venue la fermentation. Et en fait, ça s'est beaucoup passé en Corée. Il y avait une société coréenne qui s'appelle Doosan, qui travaillait sur la bière. La bière, c'est de la fermentation, c'est du sucre, de l'orge et un ferment, une enzyme. Et ils ont trouvé des céramides, comme ça. Et en travaillant à améliorer la performance de l'enzyme, ils ont été capables de développer une céramide qu'on appelle biomimétique, qui est exactement la même conformation moléculaire de la céramide humaine. Et c'est comme ça qu'on a développé maintenant que toutes les céramides qui sont utilisées dans les produits cosmétiques sont des céramides d'origine naturelle par des procédés de fermentation. Et c'était issu d'un travail sur la bière. Et aujourd'hui, vous avez déjà de plus en plus de molécules chimiques utilisées qui sont issues de procédés de fermentation. Par exemple, la vanille. Aujourd'hui, la vanille, vous avez 3 façons d'avoir de la vanille dans votre crème glacée carte d'or, par exemple. Vous avez une voie qui est de dire je vais à Madagascar et je vais récupérer de la vanille comme ça. Ça, c'est extrêmement cher. Et puis, il n'y en a pas pour tout le monde. Vous avez une voie chimique sur ce qu'on appelle les dérivés des arbres phénoliques, mais c'est très synthétique.
Et puis vous avez aussi des voies fermentaires. Et donc c'est un domaine qui va être amené à se développer énormément, et on investit dans ce domaine parce qu'on voit bien que c'est là où se trouve l'avenir, et on a besoin d'être prêt. D'autres exemples, c'est sur tout ce qui est l'extraction. Aujourd'hui, par exemple, il y a beaucoup de choses dans la nature qui fonctionnent très bien. Et comme on s'intéresse beaucoup dans notre domaine aux soins du cheveu et aux soins du cuir chevelu, on s'est rendu compte qu'au Maroc et dans le Maghreb, il y a un usage très, très ancien d'utiliser des extraits de romarin pour prendre soin de son cuir chevelu. Et donc on a fait un partenariat avec une société à Marrakech qui est spécialisée dans l'extraction de romarin naturel pour des bénéfices d'apaisement ou autre. Et ce qui est intéressant, c'est que derrière, si on parle d'extraction de matière naturelle d'un végétal, que ce soit des racines ou que ce soit des feuilles, il va falloir ce qu'on appelle un solvant pour pouvoir extraire tout ça. Et donc on a créé un partenariat avec une société qui s'appelle Biotechnique, qui est une société argentine, qui a développé tout un savoir-faire sur l'association de substances pour faire des solvants de grande performance qui soient naturels. Donc ça, c'était pour vous donner un peu d'éclairage sur aussi notre rôle, c'est de préparer l'avenir tout le temps pour accompagner nos grands clients. Donc pour venir sur le sujet de la sensorialité des produits cosmétiques, je voulais faire plutôt un éclairage sur la partie capillaire. Aujourd'hui, comme je vous disais un peu tout à l'heure, on a plusieurs types de galéniques. On a des shampoings, on a des après-shampoings, on a des masques, on a des sérums, on a des huiles aussi, on a des produits qui sont rincés, des produits qui ne sont pas rincés. Donc déjà, quand vous êtes un formulateur de produits cosmétiques chez L'Oréal, par exemple, ou chez Yves Rocher, vous avez beaucoup de choses à envisager, à imaginer. Parce qu'aujourd'hui, prendre soin de ses cheveux, c'est pas juste un produit, ça peut être jusqu'à 10 produits. Et puis, vous avez une très grande diversité de cheveux. Vous avez un degré, je dirais, de dégradation du cheveu qui va d'un état vraiment purement naturel, il est vierge, genre des cheveux de bébé par exemple, à des cheveux extrêmement fragilisés, extrêmement abîmés parce qu'ils ont été très colorés, ils ont été décolorés, parce qu'ils ont été extrêmement tendus, parce qu'ils ont été déshydratés, parce qu'ils ont été soumis au soleil pendant très longtemps. Donc vous avez tout un ensemble de dégradations, ce qu'on appelle le hair damage. Et puis vous avez toute une morphologie de cheveux. Vous avez des cheveux extrêmement raides. Le cheveu asiatique est un cheveu qui est par exemple très 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 épais et très très cylindrique. Et vous avez des cheveux qui sont au contraire très 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 frisés, très très courbés. Des cheveux qui vont du coup être naturellement plus fragiles, avec une morphologie beaucoup plus ellipsoïdale. Donc toutes ces diversités de cheveux fait qu'il va falloir être capable de développer des produits qui vont être adaptés à chaque fois. Vous voyez l'ampleur du travail. Et il faut bien garder en tête qu'à chaque fois, un produit cosmétique, c'est un résultat, c'est-à-dire pour être capable de mettre en forme le cheveu, de le démêler, de le peigner, qu'il brille, mais aussi qu'au niveau de la sensorialité, du toucher, de l'expérience pendant l'utilisation du produit, de l'expérience juste après, et puis l'expérience 24 heures après ou 48 heures après, qu'on ait toujours le même plaisir à toucher ses cheveux. Et c'est moi qui vous parle de ça alors que j'en ai pas, mais c'est la réalité. Donc aujourd'hui, par exemple, une technologie qui est particulièrement développée dans l'industrie cosmétique pour travailler tout ce qui va être la sensorialité, le toucher du cheveu après l'utilisation d'un produit cosmétique, ce sont ce qu'on appelle des polymères. Et notamment, dans la famille des polymères et des polymères naturels, vous avez ce qu'on appelle les polysaccharides. Donc les polysaccharides, l'amidon, c'est un polysaccharide, par exemple. La cellulose, c'est un polysaccharide. Et nous, on est très spécialisés sur ce qu'on appelle le guar. Le guar est une famille un type de polysaccharide de la famille des polygalactomananes et qui trouve son origine en Inde, dans des zones semi-arides. Et c'est un petit peu comme des pois. Hein, c'est des légumineuses, comme de la lentille ou comme des pois chiches. Et donc, en fait, on récupère on travaille depuis 10 ans avec des fermiers localement. On a mis des programmes de durabilité en place avec les fermiers, en partenariat avec nos grands clients comme L'Oréal, Procter & Gamble ou Henkel. Procter & Gamble, c'est les marques Pantene ou Head & Shoulders, par exemple. Henkel, c'est les marques Schwarzkopf. Et on travaille à s'assurer de la pérennité et de la responsabilité dans la collecte de ce guar.
Et ensuite, on est chimistes, donc on va aller faire de la modification chimique sur le polymère, sur le produit. Donc vous voyez un petit peu ce qui se passe avec le produit. Donc vous avez la plante avec ses cosses. On va récupérer derrière la graine. Cette graine, on va faire. En Inde, il y a un peu comme chez nous, il y a des meuniers ou dans les miroiteries où ils vont casser la graine pour récupérer à l'intérieur la lentille où il y a ce qui nous intéresse, qui est vraiment la farine. Et dans cette farine, on va récupérer, on va la broyer. On fait ce qu'on appelle les splits, c'est les petites dans l'endosperme. Et avec la farine, on va pouvoir, nous, intervenir au niveau chimique et on va faire de la modification chimique de cette substance, cette molécule. Et ces modifications vont apporter ce qu'on appelle la fonctionnalité à l'ingrédient et vont apporter les résultats qu'on attend sur le cheveu. Soit on veut avoir un effet démêlant très très fort, ou au contraire, on veut avoir, parce qu'on va être sur un cheveu qui est très abîmé ou très déshydraté, et donc où les cuticules sont très très relevées, donc on va vouloir vraiment venir lisser tout ça, enrober tout ça avec quelque chose d'assez épais. Ou alors on a un cheveu très très fin. Et si on a un cheveu très très fin, il peut vite alourdir. Donc on va vouloir avoir un polymère qui est plus petit et qui est adapté aux besoins et aux spécificités d'un cheveu fin. Et donc voilà, on va faire toutes nos modifications pour permettre à nos clients de les utiliser et apporter les besoins des consommatrices. Alors là, c'est pour rentrer encore un peu plus dans la technique, si ça vous intéressait. Comment est-ce qu'on fait qu'un shampoing fonctionne ? Donc aujourd'hui, en fait, on travaille sur ce qu'on appelle des incompatibilités. C'est-à-dire que votre shampoing, il est homogène. Quand vous appliquez votre shampoing, vos cheveux sont mouillés. Donc il y a déjà de l'eau dans votre chevelure. Et ensuite, vous allez rincer. Donc vous allez porter encore plus d'eau. Et en fait, c'est sur ce mécanisme de dilution du shampoing, vous allez avoir une insolubilisation de certains ingrédients, et notamment du polymère, qui va former un complexe hydrophobe avec d'autres ingrédients du shampoing. Et ce complexe va venir se déposer sur le cheveu. Et c'est ce complexe qui est gorgé d'eau qui va vous apporter la lubrification, donc la capacité à démêler quand le cheveu est mouillé, et qui, au séchage, va vous apporter tout le toucher, le soyeux que vous appréciez de votre shampoing. Ça, c'est un petit peu plus pour la science. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que derrière ces objets qui sont formés, sont un peu comme des filets de pêche. Imaginez un filet de pêche avec des mailles plus ou moins grandes, selon la façon dont vous avez développé ou conçu votre polymère. Et il va attraper tous les actifs qui peuvent traîner dans le shampoing. Donc, par exemple, pour un shampoing antipelliculaire, eh bien, à la dilution et ce phénomène de précipitation, le filet va emmener tous les actifs antipelliculaires sur le cuir chevelu. De la même manière, dans les shampoings, il y a régulièrement pas mal de silicone qui est utilisé parce que la silicone apporte un toucher incroyable, elle apporte de la brillance aux cheveux, et ces silicones, elles sont aussi dispersées dans le shampoing et le filet va les emporter sur le cheveu. Donc chez Sciences Co, notre métier, c'est être capable de ne pas faire que de la chimie. Il faut faire de la chimie, donc travailler le polymère, mais c'est aussi travailler sur le métier de nos clients. Donc quand on dit que le shampoing il va se comporter comme ça, pour avoir tel type de bénéfice, de démêlage, de douceur, de toucher, il faut qu'on soit capable de le justifier et d'apporter les résultats à nos clients, parce que nos clients sont des scientifiques comme nous, pour qu'ils aient confiance dans le fait que notre ingrédient va vraiment leur apporter ce qu'on leur promet. Et donc du coup, on a tout un ensemble de tests qui ont été mis en place, méthodologiques, et qui sont notamment de la mécanique à la fin. C'est des tests où on prend des mèches, on applique le shampoing sur la mèche, on prend un peigne, et puis la machine va aller peigner à travers la mèche et va être capable de mesurer la résistance qu'il y a à peigner la mèche de haut en bas. Et puis on fait aussi beaucoup de microscopie. J'aurai d'autres photos un peu plus tard pour comprendre aussi le cheveu, dans quel état il est avant l'application de l'ingrédient, après l'application de l'ingrédient. Donc ça, ce sont des tests d'orientation de départ. On peut travailler beaucoup sur le volume aussi, sur la brillance du cheveu et autres. On travaille beaucoup, quand on est sur un shampoing, sur toute l'expérience mousse. Et puis on fait nos propres tests aussi de screening, pré-screening et des tests, ce qu'on appelle des tests métiers.
Et donc, pour revenir sur la thématique d'aujourd'hui, qui est la sensorialité, nous, aujourd'hui, en tant que chimistes, on pourrait se dire que notre travail s'arrête après avoir fait la molécule et puis fait un petit travail d'orientation. En fait, depuis 5 ans, on va jusque chez le coiffeur. Aujourd'hui, toutes nos formulatrices de produits capillaires, tous les mois, elles vont chez le coiffeur. On a un partenariat avec 2 salons de coiffure à Paris, un salon de coiffure spécialisé sur les cheveux raides et un salon de coiffure spécialisé sur les cheveux texturés, donc cheveux avec des boucles ou alors très bouclés, très frisés, pour aller tester les formules. Et parce qu'en fait, le sujet des produits capillaires, c'est une histoire effectivement d'expérience au total dans l'utilisation du produit. Et la sensorialité est quelque chose de très très subjectif. À moins d'être extrêmement formé, vous pouvez difficilement avoir toutes les réponses que vos clients vont tester. Et du coup, en allant chez le coiffeur, on a le résultat derrière du professionnel et de la cliente. Donc on a beaucoup de retours et on est capable de dire comme ça si nos ingrédients apportent bien ce qu'on pense qu'ils apportent. Et donc on a par exemple, c'était il y a 3 ans, on a travaillé sur toute une routine pour les cheveux texturés, donc de très très frisés à juste courbés, bouclés. Et donc sur une routine de 10 produits finis, de 10 formules, sur la partie nettoyage, sur la partie soin, sur la partie mise en forme. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, voilà, on met en place tout l'écosystème dont je vous ai parlé, la science, la physico-chimie, le design des molécules, avoir aussi une profondeur de portefeuille et d'ingrédients, être capable d'apporter les 10 ou 15 ingrédients clés du shampoing et des après-shampoings et autres, de travailler avec des instituts spécialisés dans le cheveu texturé, comme à Princeton aux États-Unis. Aujourd'hui, le marché américain avec la communauté afro-américaine est le marché le plus important, et donc c'est là où on trouve aussi les plus grands experts. Et puis je vous parlais, voilà, le studio Anae à Paris qui est spécialisé sur les cheveux texturés. Aujourd'hui, un cheveu frisé, un cheveu très très bouclé, les principaux problèmes sont vraiment sur le côté hydratation, le côté sécheresse du cheveu. Et ça, c'est de la sensorialité, c'est un ressenti de la consommatrice. Et donc en fait, il faut utiliser les shampoings et ensuite on a tout un questionnaire pour comprendre, voilà, qu'est-ce que vous avez ressenti, comment ça s'est passé, comment est-ce que vous sentez vos cheveux maintenant, dans 24 heures après. Tout ça, c'est très très important de le faire. De la même manière aussi, ce sont des cheveux qui sont très très difficiles à mettre en forme, de par leur courbure et qui ont vraiment un très grand besoin de soins. Et donc il nous a fallu beaucoup de travail avec les coiffeurs pour aussi changer notre approche. Aujourd'hui, on avait beaucoup de formulatrices et formulateurs qui étaient, on va dire, caucasiens, donc avec des cheveux raides ou légèrement bouclés, et qui n'avaient pas du tout l'habitude de formuler pour de cheveux. Et donc, en travaillant comme ça avec un coiffeur spécialisé, on a pu apporter des solutions. Alors voilà, j'avais une vidéo, mais j'ai pas le réseau, donc c'est pas grave. Mais en tout cas, voilà, on a pu travailler à développer tout un ensemble de formulations qui vraiment changeaient la perspective. Et là, vous voyez, pour finir là-dessus, pour parler de sensorialité, la sensorialité, c'est le toucher, mais c'est aussi à quoi ça ressemble. Et c'est tout ce qui fait l'essence et la raison d'être d'un produit cosmétique. À la fin, ça joue sur la confiance en soi. Et c'est ça que vendent les marques cosmétiques aujourd'hui. Le sourire à la fin, après avoir utilisé le produit et l'avoir réutilisé. Voilà. Merci à vous. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas.